Bonjour à tous et bienvenue sur Réflexion.fr, un média créé par des étudiants et qui met en avant des parcours de professionnels de tout secteur. Et puis là, je me retrouve à venir à Lyon, à venir travailler au siège des succursales, puisqu'en fait, il y a le constructeur qui fabrique, puis il y a un réseau à l'époque important de succursales qui appartiennent aux constructeurs, en France et en Europe. Et je me retrouve à venir dans ce réseau de succursales dans un poste de conseiller d'exploitation, qui est en fait comment on gère les concessions, quels outils on leur donne, comment on développe la performance des garages de Renault Trucks en France. Donc c'est un job un peu plus de conseil, un peu plus en lien avec le central, avec la marque, mais je suis en permanence sur le terrain pour déployer des outils de vente, pour déployer des outils après-vente, pour déployer des méthodes. Et donc là, je suis pas mal sur la route, mais tout le temps dans les différentes concessions du groupe en France. Et là, j'apprends beaucoup parce qu'en fait, je connaissais bien Bordeaux et je voyais le mode de management de Bordeaux dont je t'ai parlé avant. Mais je vois chaque entité, comment elle est gérée. Je vois des managers différents qui réussissent avec des recettes différentes, qui managent leurs équipes avec des styles différents. Et là, je fais l'éponge. C'est-à-dire que quand on est dans ces positions-là un peu centrales, c'est vraiment intéressant si on prend le meilleur et qu'on s'enrichit de tout ce qu'on voit. Et donc je passe quelques années là à faire ce job-là, ensuite à grandir un peu, à encadrer une équipe, mais toujours sur le même rôle, pour encadrer, développer la performance des concessions, très en relation avec les directeurs de concessions ou de pôles, parce qu'on avait regroupé plusieurs concessions. Et là, j'apprends tous les métiers, puisque en faisant ça, j'apprends les métiers de la vente, mais aussi les métiers de l'après-vente, la gestion d'un atelier, la facturation atelier, la gestion des pièces de rechange, le camion d'occasion, et je deviens, en étant dans cette position un peu centrale, je deviens un expert de tous ces métiers-là, de tous les métiers qui constituent les métiers du réseau. On fait les budgets, c'est un exercice annuel où à l'époque, quand on fait les budgets d'une concession, le directeur vient avec son directeur financier et pendant une journée, on décortiquait l'ensemble des chiffres de chaque activité, le marché, les marges, les ventes, les structures, les frais. Et je fais ça, il y a 21 filiales, donc 21 fois tous les ans le budget, avec un exercice qui t'oblige en fait à devenir pro, à comprendre tous les mécanismes budgétaires et de gestion d'une concession. Et là, j'ai 25, 26 ans, là j'apprends énormément. Là j'apprends vraiment des gens que je vois, de cet exercice de comment on challenge un patron de concession, sur quoi il a des leviers pour développer sa perf. Et puis je compare, c'est-à-dire je compare les sites les uns entre les autres et je vois bien à quel moment, quels sont les bons ratios. Et je finis par arriver, sans prétention, quand j'arrive dans une concession, à identifier assez rapidement ce qui va bien et puis ce qu'on peut améliorer. Voilà. Et je développe cette expertise-là un peu de consultant finalement, qui est capable d'aller dans une boutique et de se dire bon là on a un problème et puis je sais à peu près ce qu'il faut appliquer pour le régler parce que je l'ai vu ailleurs. J'ai une chance à ce moment-là, c'est qu'on a un patron qui nous met en situation et quand il lui manque un directeur à l'époque, alors que j'avais 27 ans, il nous envoyait faire l'intérim. Et donc il dit tiens, il manque un directeur à Paris, tu prends tes clics et tes claques, tu réserves une chambre d'hôtel et puis pendant 4, 5, 6 mois, c'est toi le patron. Alors tu es le patron provisoire, puisque tu n'es pas nommé puis quelqu'un va être recruté, mais tu es quand même en charge de faire tourner une boutique, de gérer le quotidien, les problèmes sociaux, parce qu'il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes clients, il y a la clôture des comptes, toutes les décisions que prend un chef d'entreprise, tu les prends à 27 balais dans des boutiques où il y a 100, 120 salariés, donc c'est déjà des belles petites entités, sans prendre trop de risques, parce que tu es en intérim, tu ne joues pas ta vie, tu as le backup du siège, parce que si vraiment il y a un truc que tu ne maîtrises pas, tu peux aller chercher de la ressource et on va t'aider. Mais ça a été des expériences qui m'ont permis de me mettre en situation de management, et non pas de management de 5-6 cadres à Lyon, ce qui était à peu près ce que je gérais à l'époque, mais de management de grosses entités avec des chefs de service, avec des
des vendeurs, des employés, des ouvriers, des populations et des métiers différents. Et donc là, j'ai commencé à me confronter au management et à la gestion d'un centre de profit en étant un peu à l'essai, dans une situation temporaire, mais qui était super confortable. Et comment on gère un homme ou des hommes? D'abord, on le respecte. Je crois que tout individu, quand on commence par amener de la bienveillance, du respect et comprendre les gens, ça commence par là. Et après, on peut bâtir. Mais j'ai beaucoup appris cet aspect-là. C'est pas donner un objectif et stimuler les gens simplement. Les gens sont capables d'aller vraiment loin et de se dépasser. Mais en tant que manager, quand tu as un manager qui te respecte, qui cherche à te comprendre et à te connaître, déjà ça ouvre beaucoup de portes, beaucoup de confiance. Bon, il y a plein d'autres éléments dans le management, mais ça commence par là. Okay. Et ça m'a donné, maintenant quand je prends des postes, ça m'a donné la vigilance de prendre le temps de connaître mes équipes au début et de recevoir les gens. Et c'est assez marrant parce que quand tu reçois les gens et que tu prends un poste à responsabilité, et j'en ai pris à divers degrés, les gens viennent avec leur plan et leur PowerPoint et ils veulent te présenter un dossier. Je dis, je veux juste vous connaître. Et en fait, ils parlent de leur job. Et à chaque fois, je suis obligé de dire, mais ça, c'est votre job. Toi, Lucas, qui tu es, quoi. Explique-moi, comme on le fait aujourd'hui, t'as grandi où, ta famille, tes valeurs, tu fais du sport, tes passions, ce qui te tient à cœur. Voilà. Je fais ce travail-là souvent quand je prends des postes, qui prend du temps. Je l'ai fait dans des équipes où j'avais 150, 160 salariés. Donc, tu t'es intéressé à chacun. Chacun. Il n'y a pas une personne qui est laissée sur le laveur de camion. J'ai fait ça, je me rappelle à Marseille, le laveur de camion. Il est en bas de l'échelle, hein, c'est le métier peut-être le moins qualifié. Je l'ai reçu un quart d'heure. Je l'ai reçu un quart d'heure dans mon bureau, il se demandait ce qu'il foutait là et s'il y avait un problème, parce qu'il n'a pas l'habitude de parler au directeur, mais j'ai reçu les 160 et ça prend 3 mois, parce que tu ne fais pas ça, entre les deux il y a un peu de boulot. J'ai reçu les 160, je connaissais parfaitement mes équipes au bout de 3 mois. Je connaissais leurs enfants, leur situation, leurs problèmes de logement. Et souvent, j'en savais plus que leur propre chef, qui n'avait pas pris ce temps-là et qui me disait non, mais cette compétence-là, je ne l'ai pas, on ne sait pas faire. Je dis si, il y a Daniel, il sait faire, parce qu'il y a 20 ans, il était dans une boîte qui faisait de la chaudronnerie, donc je te promets, il s'est soudé, quoi. Ah bon? Oui, il s'est soudé, puisqu'il ne le fait pas chez nous, mais il le faisait avant, quoi. Et donc voilà, ça, c'est un temps qui donne du crédit et une forme de bienveillance, d'attention aux autres, qui est un énorme moteur. En tant qu'individu, si on s'intéresse à toi, et pas à ta fonction et à ce que tu vas apporter dans le business, mais à toi en tant qu'homme, ça donne une certaine motivation à rendre, à renvoyer. Donc, c'est pas ce qu'on attend des gens, c'est d'abord, à mon avis, ce qu'on commence par donner, qui donne un effet un peu miroir. C'est-à-dire que plus tu donnes, plus en général les gens rendent, et très rarement ils ne rendent pas. Tu as déjà eu des gens qui ne t'ont pas rendu? Oui, ça a pu arriver, mais parfois les gens qui ne rendent pas tout de suite, en insistant, ils finissent par rendre, parce que l'individu est rarement mauvais et malsain, c'est souvent des postures ou des gens qui ont été traumatisés avant, qui ont vécu des expériences où ils ne font plus confiance. Et parfois, il faut un peu insister, et insister avec authenticité et bienveillance, pas insister pour faire semblant de s'intéresser aux gens, mais si vraiment tu te livres un peu toi-même en tant que manager, à livre ouvert, sans être dans la posture, c'est très très rare d'avoir des gens en face de toi qui finissent pas par ouvrir et faire tomber un peu la première carapace ou le premier voile qui est une posture de quelqu'un de méchant, de quelqu'un qui veut pas, de quelqu'un qui est contre. Les gens, ils ont envie de contribuer, tout le monde a envie de contribuer à quelque chose dans la vie, c'est plutôt humain. Et donc ça, il faut parfois insister et laisser le temps aux gens de faire le chemin. Quand ils ont vécu des trucs un peu durs, souvent,
Ça ne se débloque pas en 1 heure dans un bureau, ça se développe un peu par étapes. Puis après, quelques cas très rares où ça ne marche pas. On fait quoi dans cette situation? On se sépare. Et là, comment ça se passe? Ça se passe finalement pas si mal quand on a fait tout ce que je t'ai dit avant. C'est-à-dire que ça m'est arrivé de faire ces efforts-là et de dire à un collaborateur, écoute, on n'arrive pas à travailler ensemble, on va devoir se séparer. Parce que voilà tout ce que j'ai fait depuis 1 an pour essayer de t'accompagner et d'ancrer que le collaborateur reconnaît que cette démarche-là a été faite. Et dans certains cas, il finit par dire oui, effectivement, il vaut mieux qu'on se sépare. Parce que quelque part, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit, On essaye, qu'on fait des efforts, ça ne marche pas. Et tu n'es pas un mauvais individu pour autant, c'est juste que on n'arrive pas à collaborer ensemble, donc on va se séparer. Ça arrive, quand c'est fait de la même façon avec bienveillance, les gens se tournent vers un autre projet. Et honnêtement, il vaut mieux qu'ils aillent vers un projet où ils vont prendre du plaisir, où ils seront heureux, que de rester dans une situation conflictuelle où tous les soirs en rentrant du boulot, tu as la boule au ventre et quand ta femme te demande comment s'est passée ta journée, c'était une journée de merde. Ces gens-là, ils sont pas heureux au boulot, mais ils amènent quelque part leur frustration à la maison. Parfois, on libère des choses et on dit aux gens, aie le courage de réorienter et de faire autre chose qui te plaît. Tu n'es peut-être pas au bon endroit, le job ne te plaît pas, la boîte ne te plaît pas. Moi, j'adore Renault Trucks, mais il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Si ça ne te plaît pas, trouve ta voie. Moi, peut-être d'autres endroits où je ne serais pas bien. La boîte, elle est comme elle est. Elle a un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'avantages, peut-être des choses dans lesquelles tu ne te retrouves pas. Si ces choses-là sont importantes pour toi, faut choisir. Il ne faut pas subir, il faut choisir ton chemin. Et donc, aie le courage et on accompagne les gens. Ça se passe, je ne veux pas dire que c'est des moments plus agréables et faciles, mais quand on les gère avec de la bienveillance et de l'honnêteté intellectuelle, en général, il y a une forme d'acceptation et de processus qui s'enclenche où les gens regardent devant, quoi. Hello à tous, c'est Mounir. Si tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît. Alors n'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner et puis à partager la vidéo à tes amis. Tu as fait tout ce que tu nous as expliqué. Des fois, tu as travaillé en tant que patron sur une intérim un peu, sur certaines succursales. Et par la suite, déjà cette période, ça a duré combien de temps? Ça a duré 4-5 ans. 4-5 ans. Ouais, avec des scopes un tout petit peu différents, mais on va pas détailler, mais 4-5 ans dans cette position un peu centrale au siège des succursales, avec de temps en temps des missions d'intérim sur le terrain, comme je l'ai évoqué. Et puis, ce scope-là s'est un peu agrandi à l'international, parce que la structure gérait les sucres en France. On les a étendus en Europe, donc c'était intéressant. Je commençais à bosser sur du multiculturel avec des Espagnols, des Anglais, des Néerlandais, des Allemands. En anglais, oui. Tu savais parler anglais à ce moment-là? Oui, je parlais anglais comme on l'apprend à l'école. Et puis après, on pratique. On n'a pas besoin de parler un anglais shakespearien. D'abord, les étrangers savent qu'on ne parle pas bien anglais en France. Donc, ils sont assez tolérants avec les Français, avec notre accent. Et puis, j'ai jamais eu peur de parler en anglais, même en faisant des fautes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, des fois, sont un peu bloqués. Moi, je dirais que ça sort. Et puis, même si de temps en temps, il y a un mot qui n'est pas le bon, en fait, les interlocuteurs ne sont pas choqués, exigeants avec ça. Et l'important, c'est de s'exprimer. Donc, donc, ouais, je commençais à parler en anglais, à voir un petit peu ce qu'était Renault Trucks à l'étranger. Parce qu'on était entre 30 et 40% de part de marché, donc on va dire vraiment leader en France. Et puis plutôt à 4-5% dans les pays européens. Et c'est pas la même vie d'être leader et d'être reçu par un client en France quand on est Renault Trucks, marque française, leader du marché, que quand on est à 3% de part de marché aux Pays-Bas. Là, les portes, elles sont encore plus fermées. Il faut déjà expliquer qui on est, ce qui n'est pas le cas en France. Donc ouais, j'ai fait ça pendant 4-5 ans et ensuite on m'a proposé 2 opportunités la même semaine.
Parce qu'on avait un peu deux patrons à l'époque. Il y avait un patron des sucres européennes et puis un patron qui gérait la France. Deux gars super. Et le patron de l'Europe me dit, j'ai un bon job pour toi, tu vas partir aux Pays-Bas et tu vas me gérer les succursales néerlandaises qui perdaient pas mal d'argent, qui étaient un scope compliqué. Et puis le patron de la France... Tu dis un scope ? Un périmètre qui était assez compliqué. Et puis le patron de la France, le lendemain matin, qui me dit, c'était Michel, t'as proposé un job aux Pays-Bas ? Ouais. J'ai un meilleur job pour toi. C'est marrant. Il ne se passe rien pendant 5 ans, et puis là, en 2 jours, en 2 jours. Et bien écoute, pour toi, il vaut mieux que tu commences en France. On a des grosses succursales, tu vas piloter des grosses équipes, tu vas faire ton expérience. Et donc j'ai un pôle en Normandie qui va se libérer, basé à Rouen. Et donc je te propose de prendre la direction du pôle normand, 130 salariés, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, la vraie PME. Et je fais ce choix-là. T'as hésité ? Non, je n'ai pas hésité parce que d'abord c'était un patron avec qui il ne fallait pas hésiter. C'est-à-dire que s'il sentait que tu hésitais, tu n'étais déjà plus candidat. Donc je lui ai répondu de suite, je lui ai dit j'y vais. Je ne lui ai pas dit je réfléchis, je reviens demain, j'en parle à la fin. Je lui ai dit écoute, banco, on y va. J'ai toujours pris des décisions assez rapides. Et puis je sentais quand même que ce scope-là, avec cette taille d'entreprise, en termes de management, ça allait me donner quand même une compétence managériale beaucoup plus forte, même si l'expérience internationale, de l'autre côté, aurait pu être aussi vachement riche, quoi. Donc je suis parti en Normandie, premier poste de patron de succursale, et cette fois dans le siège, mais pour de vrai, pas pour quelques semaines en tant qu'intérim, mais vraiment patron à 29 ans. C'est jeune ? Ouais, c'est jeune. C'est jeune parce que tu n'as pas managé des grosses équipes, tu es encore en termes de maturité, même si je pense que j'étais assez mature pour qu'on me le file, mais tu arrives avec tes équipes, tu as des gars qui ont 50 ans, qui ont 30 ans de boîte, et tu es le petit minot qui arrive et qui va être le chef. Donc c'est pas toujours super accepté. Et puis je m'y prenais pas comme je m'y prendrais aujourd'hui non plus, hein. Je pense que c'est l'expérience qui t'amène à prendre les choses différemment. Et donc, ouais, c'est jeune. Ça aussi, je m'en sers encore souvent quand on fait des talent reviews maintenant dans mon rôle, où on identifie des gens, leur next step. Et souvent, mes collaborateurs me disent non, mais il est encore trop jeune, il a 35 ans, quoi. On ne peut pas lui donner ça, quoi. À 29 ans, à 29 balais, nos patrons, il y a plus de 20 ans, nous donnaient les clés de PME de 130 personnes, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même des gens qui ne se sont pas posé la question de si on était jeune ou pas jeune, qui se sont dit allez, ils ont le talent et les compétences pour, ils feront des conneries, ils apprendront, et ils nous ont jetés dans la marmite à 29 ans. Donc ça, c'est un truc que je ne regarde pas l'âge. Aujourd'hui, si je sens que les gens ont la ressource, et souvent ça va un petit peu avec, mais ce n'est pas une question là. Je pense qu'il y a des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, ils vont s'en sortir et on les aidera. Mais vraiment, ça m'a laissé l'idée qu'il ne faut jamais se dire encore 4-5 ans. Il aura quoi de plus dans 4-5 ans vraiment qu'il n'a pas aujourd'hui, ton collaborateur? Pas grand-chose. Pourquoi on ne le fait pas maintenant? Et donc je pense que ouais, on a eu des patrons à cette époque-là qui prenaient ce risque-là dans une structure qui était capable de faire grandir, d'encadrer, de coacher avec ces métiers-là de conseil, de consultants qui venaient autour. Et donc, ils nous confiaient les clés de la boutique, quoi. Parce que quand tu arrives, tu es le directeur de la boutique, tu recrutes, tu prends des décisions importantes de clients. Parfois, tu dois licencier, à 29 balais, tu dois licencier quelqu'un parce qu'il a fait une faute, parce que la performance n'est pas là. Et donc là, c'est des premiers entretiens, convocation préalable à un entretien pouvant déboucher sur un licenciement. Quand tu démarres l'entretien avec le collaborateur, ce n'est pas un entretien que tu es habitué à mener. Il est important pour toi, mais pour la personne qui est assise dans le siège en face de toi, il est d'autant plus important. Donc voilà, tu apprends aussi à gérer des moments un peu différents, à réunir 130 personnes dans une salle tous les 3 mois pour leur dire voilà les résultats, voilà les objectifs, à donner envie, à donner des perspectives aux gens sur pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut développer comme business. Et là, tu es un peu l'entraîneur de foot, quoi, ou de sport. Tu dois embarquer les gens, leur donner confiance,
qu'ils aient envie de te suivre et à la fois les laisser faire. C'est-à-dire que peut-être le défaut que j'avais à 29 ans, c'est que je voulais un peu donner la recette. Avec toutes ces années où j'avais tourné dans les succursales, je voyais bien comment faire. Mais ça ne marche pas. Si tu ne laisses pas les gens écrire un peu leur partition et mettre leurs pattes, ils ne vont pas faire ce que tu as demandé de faire comme tu as demandé de le faire. Donc, l'important maintenant, dans un objectif, c'est que les gens comprennent où on va et pourquoi on y va. Et donc je passe énormément de temps à donner du sens et à dire voilà la direction qu'on prend, pourquoi on la prend, qu'est-ce qu'on risquerait de ne pas la prendre, parfois c'est aussi ça, et comment on veut aller, qu'est-ce qu'on veut développer, quel état d'esprit on veut développer. Le comment, j'essaie de laisser de plus en plus de place aux gens pour l'interpréter. L'objectif c'est une chose, et comment on y va, on se rend compte qu'en laissant de la place, les gens mettent leur créativité, mettent leur capacité et leur talent, se sentent beaucoup plus engagés que si on leur donne la recette et on leur met dans un tableau Excel tout ce qu'ils doivent réaliser. Ce qui m'amène à les pousser à prendre des risques. Et je dis souvent à mes équipes encore aujourd'hui, prenez des risques, entreprenez, tentez des choses, tant que ce que vous tentez, vous savez l'expliquer, vous savez me dire pourquoi vous l'avez fait, et m'expliquer en quoi ça correspond à l'objectif de l'entreprise, aucun problème. Si vous tentez des choses qui n'ont rien à voir avec l'ambition qu'on a et qui vont à l'encontre, là on va se parler. Mais à partir du moment où vous avez entrepris quelque chose, et même si ça n'a pas marché, c'était pour une bonne raison, bravo. Et ça c'est vraiment pour moi un vecteur de performance aujourd'hui, c'est de laisser les gens prendre des risques, entreprendre, pour peu qu'ils aient compris où on va, comment on y va, quelles étaient les valeurs de travail qu'on se fixait. Et là, on donne du champ, là on s'amuse. Hein, quand on est dans une équipe comme ça qui permet, en anglais on dit dare to try, dare to fail. Ça veut dire on a le droit à l'erreur, et on a le droit à l'erreur tant qu'on a fait quelque chose qui avait du sens. Voilà. Et on se trompe, alors pas se tromper à chaque fois, bien sûr, mais c'est comme ça qu'on développe de la performance, et c'est comme ça qu'on peut faire mieux que les copains. Parce que sinon, les recettes des livres de marketing classiques, si tout le monde fait juste ce qu'il faut avec le bon sens, par rapport à un compétiteur, il n'y a pas de raison qu'on soit meilleur. Les gens qui sont embauchés chez Mercedes ou chez Scania ne sont pas plus mauvais, ne sont pas plus bêtes, ils vont exécuter les plans d'action de la même façon. Je trouve que le gap de performance qu'on peut trouver, c'est cette autorisation à tenter, à prendre des risques, à expérimenter, et puis à se dire, quand on a fait une erreur, on a appris quelque chose en fait. Même si ça n'a pas marché, on a appris quelque chose et on s'en sert. Est-ce que tu as une anecdote, une histoire qui t'a marqué ? Une histoire qui m'a marqué, c'est au bout de 15 jours, mon prédécesseur me dit, a convoqué un vendeur, il a fait une connerie, il va falloir que tu le licencies. Je ne le connais pas, je suis arrivé il y a 2 semaines, c'est un peu rude. Mais bon, le processus était engagé, le vendeur était convoqué pour un entretien préalable en vue d'un licenciement. Et donc ce vendeur arrive, il me dit ouais, j'ai fait une connerie. Mais je suis un bon vendeur, voilà mes performances, et je me suis trompé dans une commande, il s'était trompé en commandant le camion, il n'avait pas choisi les bonnes options. Et il ne me raconte pas d'histoire, il me dit ouais, ça a coûté 10 000 €, j'ai fait une connerie. Maintenant, si vous voulez me licencier, vous me licenciez, mais voilà quoi, c'est rien d'autre à dire quoi. Et là, tu as un cas de conscience, que ton prédécesseur te dit bon, il faut le licencier, mais je ne sais pas si mon prédécesseur a le bon jugement ou pas sur sa performance. Il a fait une connerie qui a coûté 10 000 €, certes, et ce gars-là, je lui fais confiance. On parlait de confiance, et je lui dis écoute, moi j'arrive, je suis là depuis 2 semaines, donc ça, on va considérer que bon, tu t'es planté une fois, tu ne recommences pas, et puis on va essayer de bâtir ensemble. J'ai fait confiance, et j'ai commencé par amorcer. Ce gars-là, aujourd'hui, est devenu directeur commercial de la filiale. Ça a été un très bon vendeur, parce qu'il prenait des risques. En fait. Et parfois, il jouait un peu avec les limites pour
prendre des commandes, anticiper des commandes de camions, etc. Ils prenaient des risques et une fois de temps en temps, il y avait une connerie. Mais il générait beaucoup plus de valeur pour l'entreprise avec ses initiatives et tout ce qu'il faisait et les feedbacks de ses clients qui adoraient ce gars-là, qui était hyper réactif et entreprenant. Et il faut accepter que de temps en temps, il y en a une qui tombe à côté. Si c'est une de temps en temps, c'est pas grave. Et donc ce collaborateur, du coup, on a eu une relation qui était privilégiée parce qu'il me dit, bon, c'est quand même pas commun de se retrouver dans le bureau du directeur au bout d'une semaine quand il est nommé pour se faire virer. Et vous m'avez laissé la chance, Christophe, donc voilà. On a fait des belles aventures, des belles commandes chez les clients. Il a grandi, il est toujours dans l'entreprise. Et quand on se revoit, on a ce souvenir-là. Tu te rappelles, Franck, cet entretien où tu as failli passer à la casserole. On aurait quand même été con de gâcher tout ça. Voilà, c'est des moments où tu peux vite te planter. C'est-à-dire que honnêtement, quand je prends cette décision-là, j'ai peu d'éléments. J'ai mon prédécesseur qui me dit, écoute, fais-moi confiance, il n'est pas bon, faut le sortir. J'ai 29 ans, c'est mon premier entretien de licenciement. Bon, tu vois, la frontière entre peut-être du gâchis et un gars qui va partir à la concurrence alors qu'il est très bon, et puis quelqu'un qu'en fait j'ai surmotivé, c'est-à-dire que de cette relation de confiance qu'on a créée, tu vois bien derrière le levier et le moteur que ça a généré pour montrer que j'avais pris la bonne décision en le gardant. Donc j'en ai fait un des éléments les plus successful et les plus motivés de la boutique.